Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre édition régionale du 19-20. Voici les titres de ce mercredi 28 juin. Comment protéger les plantes en réduisant l'utilisation des pesticides? L'une des questions débattues jusqu'à vendredi à Reims, où se déroule la première édition du Congrès international Plantes Bioprotec. Un rendez-vous qui rassemble chercheurs, industriels et instituts techniques. Pour en parler, notre invité Christophe Clément, l'organisateur de l'événement. Bonsoir et à tout à l'heure. Coup de projecteur dans ce journal sur un chantier hors norme en Haute-Marne, la construction du gazoduc Val-de-Saône. 180 km de tubes sont en cours d'installation sur place. Reportage dans un instant. À 19h15, ne manquez pas, ici et pas ailleurs, Laurent Menet vous emmènera à Sailly dans les Ardennes à la découverte de Ludovic Serafini, un jeune luthier amoureux de son métier, vous le verrez. Dans l'actualité nationale, ce nouveau rebondissement dans l'affaire Grégory avec l'interpellation de Muriel Boll, un témoin clé du dossier. Il y a 30 ans, elle avait dénoncé Bernard Laroche avant de se rétracter. Un titre développé à partir de 19h30, mais place maintenant à l'information en Champagne-Ardenne. Elles font souvent craquer les enfants, un peu moins les pêcheurs. Dans les Ardennes, des tortues aquatiques relâchées par leurs propriétaires dans des cours d'eau se sont adaptées à leur nouveau milieu. Conséquence directe, une baisse du nombre de poissons dont les tortues sont, paraît-il, très friandes. Paul-Rémy Barjavel et Daniel Samulzik. Bernard avance à pas feutrés. Cet amoureux de la faune et de la flore ardennaise est sur les traces d'une tortue. Ne bougez pas, en voilà une par ici, là. Elle est là, la tortue de Floride. Sur le tronc d'arbre qu'il y a là, des fois, il y en a 4, 5. Alignées comme ça, en train de se faire dorer. Aujourd'hui, une seule a décidé de se montrer, et encore elle joue à cache-cache. Elle se cache parce qu'il y a un peu de vent, tout ça. Mais dès qu'il y a du soleil, on les voit réapparaître. Et là, des fois, c'est agréable à voir, quoi. Muni de son appareil photo, Bernard prend quelques clichés. Cette espèce de tortue n'est évidemment pas dans son espace naturel. Relâchées par leurs propriétaires, elles ont élu domicile ici, dans ce cours d'eau ensoleillé et entouré de végétation. Et les pêcheurs, parfois, ont quelques surprises. Tous les ans, on a quelques pêcheurs qui nous appellent pour nous dire qu'ils ont capturé des tortues en pêchant tranquillement le brochet sur les bords de Meuse. C'est assez compliqué parce que du coup, ils ne savent pas trop quoi en faire. Il est vrai que nous-mêmes, fédération, on est assez démunis par rapport à cette espèce pour leur donner une vraie réponse sur la gestion de cette espèce-là. Jeunes, ces tortues de Floride se nourrissent jusqu'à 90% de poissons et ont donc un impact négatif sur la faune des cours d'eau. Dans tous les cas de figure, ce sont des espèces exogènes. Donc soit c'est une tortue terrestre qui a été relâchée et qui ne va pas s'en sortir parce qu'elle n'est pas du tout adaptée au climat qu'on a chez nous, soit c'est une tortue aquatique et potentiellement elle peut faire beaucoup de dégâts dans les plans d'eau. Donc si on a l'occasion de capturer une tortue dans les Ardennes, le mieux c'est de nous appeler. Pour le moment, pas de risque de prolifération de ces tortues. Elles sont incapables de se reproduire dans la région. Et si vous tombez par hasard sur l'une de ces tortues, vous pouvez la remettre à une association de naturalistes ardennais. Ses coordonnées, elles sont à retrouver sur notre site internet grandest.france3.fr. Des tortues gourmandes qui ont forcément inspiré ce soir notre dessinateur François Schmitt. Une quarantaine de conférences, 160 chercheurs et industriels venus de 24 pays différents. Jusqu'à vendredi, le Centre des Congrès de Reims accueille la première édition du Congrès international Plantes Bioprotec. Pour en parler, notre invité Christophe Clément, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'organisateur de l'événement et chercheur à la Faculté des sciences de l'Université de Reims. Votre congrès porte sur la protection des plantes. Il fallait réunir tous les experts de cette question pour partager autour de ce thème. Oui, c'est nécessaire régulièrement de rencontrer les collègues scientifiques qui travaillent sur ces problématiques-là, d'une part. Et l'originalité de notre congrès, ça a été de non seulement rassembler les scientifiques, mais également rassembler les instituts techniques et les industriels du secteur, de façon à ce que les recherches qui se font dans les laboratoires et qui aboutissent au développement de certaines technologies puissent être mises sur le marché au profit des utilisateurs dans les meilleurs délais. C'est un moyen de comparer ces travaux aussi ? C'est un moyen de comparer ces travaux, c'est une émulation entre scientifiques, c'est des discussions qui permettent, ce sont des discussions qui permettent d'échanger des idées, de monter des projets collaboratifs et d'avancer plus vite et plus fort avec les moyens que nous avons.
Aujourd'hui, en quoi l'environnement est-il affecté par l'agriculture? On parle souvent des pesticides, mais est-ce qu'il y a autre chose que les pesticides? Alors il y a les pesticides, il y a beaucoup de choses qui existent à ce sujet-là. Il faut dire quand même que les pesticides, à l'heure actuelle, on en a encore besoin, donc il ne faut pas trop taper sur les pesticides. Ils ont mauvaise presse quand même. Ils ont mauvaise presse, il faut quand même savoir que les chimistes ont fait beaucoup de progrès par rapport à ça, il faut être fair-play avec les collègues. Et puis effectivement, il y a également les intrants, tout ce qui concerne les engrais, les amendements qui sont mis parfois de manière un peu intensive dans les champs ou dans les vignobles et qui finissent par affecter effectivement l'environnement. Vous parlez de biocontrôle. Prenons l'exemple des vignes. Est-ce qu'à terme, l'homme pourra contrôler les maladies qui touchent parfois les vignes? C'est complètement ce pourquoi nous travaillons et ce pourquoi nous nous employons au quotidien et ce pourquoi également nous avons ce congrès international. C'est parce que nous travaillons à mettre au point des éléments et des outils qui permettront de contrôler les maladies à partir d'éléments biologiques et non plus, on l'espère, à partir d'éléments chimiques. Vous jouez sur l'immunité des plantes. C'est exactement ça. Donc on ne sait pas toujours, mais les plantes sont capables de se défendre contre les maladies. Si on prend l'exemple d'une vigne, la vigne est sensible au mildiou, c'est vrai, mais elle n'est pas sensible à la septoriose qui affecte le blé, par exemple, parce qu'elle a une immunité qui lui permet de se défendre contre cette maladie. Le but, c'est de protéger sans dégrader, pas d'OGM et peu de pesticides. Donc, est-ce que l'agriculture de demain, que ce soit du colza ou des céréales, elle se veut écolo-responsable? Oui, bien sûr, toute la profession et l'ensemble des professions et des filières travaillent d'arrache-pied pour mettre au point non seulement des technologies de biocontrôle, mais aussi pour revoir l'ensemble des pratiques culturelles à l'échelle de toutes les filières pour limiter l'utilisation de ces pesticides tout en gardant bien sûr les rendements et la qualité des produits. Merci à Christophe Clément d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que ce congrès se déroule jusqu'à vendredi au Palais des Congrès de Reims. Dans 3 mois, 6500 mètres carrés d'hypermarchés et des boutiques sortiront de terre à la Croix-Blandin à Reims. Un 7e centre commercial, un de plus dans l'agglomération rémoise baptisé Reims Village. Mais pour quelles retombées économiques? Élément de réponse avec Catherine André et Xavier Claes. En apparence, le projet semble encore à l'état de chantier. Mais en réalité, les travaux sont déjà très avancés. Voici à quoi ressemblera ce nouveau centre commercial à la rentrée. Sur 15 hectares de terrain, 6500 mètres carrés d'hypermarché, une vingtaine de boutiques, mais aussi des enseignes de restauration. En tout ici, 400 emplois devraient être créés. Selon ses initiateurs, ce complexe implanté au nord-est de Reims répond à une forte demande dans une zone en plein développement. Nous sommes partis sur environ 1,5 million à 2 millions de visiteurs par an. Et ce chiffre va croître bien entendu au fur et à mesure des années, puisque un site commercial comme ça, voilà, il lui faut 2 ans pour trouver son envol plein, quoi. L'agglomération rémoise compte déjà 6 hypermarchés. Il s'agira donc du 7e. Une concurrence dont certains se seraient bien passés, mais une implantation qui profite à d'autres. Juste en face du nouveau centre commercial, la cité de l'automobile, où est installée une dizaine de concessionnaires. Des professionnels qui attendaient l'ouverture du centre commercial depuis plusieurs années. C'est une très bonne chose parce que ça va apporter un flux supplémentaire au niveau de la cité de l'automobile avec tout un tas de cellules commerciales qui vont s'ouvrir. Donc quelque part ça va être très bénéfique. Un flux que l'on n'avait pas aujourd'hui, des clients qui ne viennent pas spécialement pour l'automobile, qui vont venir pour autre chose. Je pense que ça va faire un apport intéressant et supplémentaire. Lancé en 2010, le projet a été retardé par de nombreux recours judiciaires. Des procédures engagées pour empêcher l'implantation du nouveau centre commercial. En tout, il a fallu attendre 7 ans pour que le projet voie le jour. Cet accident mortel la nuit dernière en Haute-Marne, à hauteur de la commune de Melay. Pour une raison encore inconnue, une voiture a percuté un arbre. 4 personnes se trouvaient à son bord, des jeunes âgés de 18 à 23 ans. L'un d'entre eux est mort, un autre est en urgence absolue. On reste en Haute-Marne avec ce chantier hors norme, la construction du gazoduc Val-de-Saône, un trait d'union entre le nord et le sud de la France qui permettra aux clients de profiter d'un gaz à un prix plus compétitif. 180 km de tubes sont à monter dans le département. Visite de chantier avec Maxime Meyer et Stéphane Janesco. 11 000 tubes de 18 mètres de long à assembler un à un sur une distance de 188 km. Voilà l'enjeu de ce chantier hors norme à plus d'un titre. On est sur du 48 pouces, 1,20 m de diamètre. On est sur des diamètres importants, donc un tube
qui est lourd. On est sur près de 8 tonnes par barre de 18 mètres, donc des moyens de levage conséquents pour pouvoir le mettre en fouille. Un chantier d'autant plus délicat que, comme pour tout gazoduc, la soudure ne tolère aucun défaut. Pour ce faire, près de 300 ouvriers travaillent sur cette mission depuis le mois de mars, sur un tronçon de 45 km depuis la commune de Voisines en Haute-Marne jusqu'en Côte d'Or. Sur Voisines, on a des fortes pentes, on a des zones humides avec des gros enjeux. Donc on a pris le temps de passer toutes ces zones qui sont assez, au niveau technique, difficiles. Mais là, maintenant, on va pouvoir prendre un rythme qui est à peu près de 400 mètres jour. La construction de cet ouvrage est hautement stratégique. Ce gazoduc permettra de relier les réseaux gaziers du nord et du sud de la France. Un moyen pour tous les consommateurs de bénéficier à terme du meilleur tarif de gaz, qu'ils viennent de Russie et d'Europe du Nord, ou à l'inverse, du bassin méditerranéen. En France, on n'a pas le même prix du gaz au nord et au sud. Et en construisant le gazoduc Val-de-Saône, on va pouvoir faire la fusion de ces deux zones tarifaires et donc donner à tous les consommateurs l'accès aux gaz les plus compétitifs. À la fin de la semaine, la barre des 20 km de tubes assemblés en Haute-Marne devrait être atteinte. La fin du chantier est prévue pour le mois d'octobre. Patrimoine à présent avec ces travaux réalisés depuis lundi sur le portail de la cathédrale de Reims par des étudiants et leurs professeurs de l'Institut national du patrimoine à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. L'objet de leur étude, la polychromie sur 10 statues de la façade occidentale. Sophie Dumais et Damien Louvet. Sous le voile qui cache le portail central de la façade occidentale, tout un chantier école. Des étudiants et leurs professeurs à la recherche de restes de polychromie sur 10 statues. Des restes ténus mais ô combien inestimables qui auraient survécu aux différentes modes et aux affres du temps. Pas des écailles bleues comme tu y vas. C'est vraiment du bleu ou c'est du gris bleu? Oui, mais si c'est du vrai bleu et que ça passe sur la bordure, c'est-à-dire que cette bordure est antérieure au bleu. Mais on voit toujours une sorte de une courbe, un trèfle avec des points dans le trèfle et après des cabochons. À hauteur de statues gigantesques et mondialement connues, presque les yeux dans les yeux, l'émotion est palpable. Plus émouvant, ça a été les pupilles des yeux dans les sculptures. On a retrouvé certaines pupilles d'yeux. Alors pas toutes parce qu'elles sont un peu altérées, mais ça les rend beaucoup plus vivantes. Pouvoir déterminer quel est l'accord coloré initial est un travail de titan. L'association des premières et troisième années de l'INP sur ce chantier est une expérience incroyable. Évidemment, ils sont là pour apprendre et pour être encadrés et structurés, mais ils sentent aussi qu'ils participent à quelque chose qui dépasse évidemment le sein de l'école. Et nous aussi, en tant que professeurs encadrants, on sent bien que le travail qu'on fait ici va dépasser le strict cadre d'un chantier école. Avec ces recherches, il subsiste un espoir de retrouver les couleurs du XIIIe siècle. Les sculptures ici du portail n'ont pas subi le feu et l'incendie de 1914 ou très peu, donc elles ne se dégradent plus. Elles ont un niveau de dégradation important mais qui ne s'accélère pas contrairement aux sculptures des parties hautes. Comprendre, recenser, sauver, nettoyer et sauvegarder, la fin du chantier de restauration du portail devrait être terminée fin 2019. Lorsque des jeunes mettent leurs aînés à l'honneur à La Chapelle-Saint-Luc dans l'Aube, juste avant la tenue d'assises consacrée aux seniors, des adolescents ont photographié 80 habitants âgés de plus de 65 ans. Des portraits exposés en grand sur les murs de la ville. Tiffaine Leroux et Olivier Maillard. Ils ont la tête haute, la mine réjouie. 80 personnes de plus de 65 ans s'affichent dans des lieux emblématiques de La Chapelle-Saint-Luc, comme la mairie ou le centre commercial Palissy. Certains apprécient leur nouvelle position dominante. Oui, ça m'amuse, moi. Tous les matins, je regarde, si ça y est toujours, ben ça y est toujours. Hein. C'est pas quand je suis dans les ronds. Hein. Plus tard possible, mieux ça vaut. À l'origine des clichés, une vingtaine de jeunes de 10 à 22 ans, encadrés par une photographe professionnelle, Sandrine Mulat, et surtout par le Centre municipal d'action sociale. Leur mission, montrer que les rides, c'est joli, et rencontrer l'autre. Les grandes personnes, ils se disent à chaque fois ils sont moches, ils sont moches, ils sont moches. Mais à la fin, c'est pas vrai. Il y en a, ils sont pas mal. Et d'autres, voilà. Selon les organisateurs, il n'est pas simple de franchir la barrière invisible qui existe entre les tranches d'âge. Le brassage que connaît La Chapelle rend la situation particulière. Elle est particulière quand même parce que les jeunes du quartier n'ont pas forcément leurs grands-parents.
ni les arrière-grands-parents, n'en parlons pas. Ils les connaissent que sur les lieux de vacances quand ils ont la chance de retourner au bled. C'est pas toujours le cas. Donc il y a des gens qui font office des gens qu'on appelle mamie, comme par exemple José. Vous souriez ? Très engagée comme bénévole à l'épicerie sociale, José a participé à un café-rencontre avec des jeunes. Elle approuve le mélange. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai mes petits-enfants qui s'occupent de moi. Enfin, toutes les semaines, ils me téléphonent. Souvent, ils viennent me voir. Ils m'emmènent même me promener ou n'importe quoi. Donc, c'est pas le cas de tout le monde ? Ben non. Ce vendredi, les assises proposeront des conférences et tables rondes sur le sentiment de vieillissement, le vivre ensemble ou l'habitat des seniors. Du grand spectacle dans le ciel ce week-end à Saint-Dizier. La base aérienne 113 accueille un meeting aérien d'exception. 40 000 spectateurs attendus, des démonstrations de voltige avec la patrouille de France et la présentation du fleuron de l'armée de l'air française, le Rafale. Maxime Meyer et Stéphane Janesco ont rencontré l'un de ses pilotes. S'envoler avec le Rafale et montrer ce dont il est capable. Voilà le métier de Marty. Ce pilote est le présentateur officiel du Rafale. Aux quatre coins du monde, dans tous les salons aéronautiques où il vole, Marty dispose d'une dizaine de minutes pour convaincre. 10 minutes intenses. On va de moins 3G, où tout le sang va remonter à la tête, jusqu'à plus de 10G5. 10G5, vous pesez 10 fois votre poids. Vous êtes écrasé littéralement sur votre siège éjectable. Et les seules parties du corps que vous pouvez encore bouger sont les doigts qui vont vous permettre de pouvoir communiquer avec votre avion. Une performance que Marty proposera ce week-end aux visiteurs de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. On essaie d'être dynamique, performant au départ de la démonstration qui dure 10 minutes. On va au milieu de la démonstration faire une espèce de passage lent pour montrer ses capacités à ralentir, à voler très lentement, puis finir sur comme un feu d'artifice en apothéose avec beaucoup de facteurs de charge et d'évolution rapide. Pendant 10 minutes, le pilote exploite au maximum les possibilités du Rafale, le fleuron de l'armée de l'air française, une chance qu'il souhaite partager. Ça nous permet de rentrer dans une relation, transmettre ce pourquoi on est arrivé là et peut-être créer des vocations au sein des plus jeunes publics qui sont émerveillés à chaque fois qu'on se pose ou qu'on redécolle ou qu'on fait nos démonstrations. C'est comme ça que moi, plus jeune, j'ai touché l'armée de l'air la première fois en allant sur un meeting et en voyant évoluer ces avions. Une flamme que Marty tentera de transmettre samedi et dimanche au meeting aérien de Saint-Dizier. Au total, 70 avions de combat et de voltige seront présentés au public ce week-end. Moins sportif et plus bucolique. Dans les Ardennes, depuis 1988, le chemin de fer touristique vous propose un voyage dans les années 50 et 60 à bord de vieilles Micheline, des trains mythiques qu'il faut entretenir pour que la magie continue à opérer. Paul-Rémy Barjavel et Claudine Crène. Avec ses couleurs rouge et crème et son kiosque de conduite surélevée, l'autorail Picasso, appelé plus couramment Micheline, demeure un train mythique. Avant la nouvelle saison touristique, ses bénévoles s'activent pour lui redonner son lustre d'antan, un travail de passionné et de nostalgique. Je suis originaire de la vallée, alors justement j'allais à l'école à Charleville. Et tous les soirs, justement, je reprenais l'autorail comme ça pour rentrer chez moi à la sortie des cours. À l'intérieur des wagons, tout est d'époque et parfaitement entretenu, avec notamment les banquettes en sky pour retrouver le cachet des voyages des années 50. Là, on est vraiment dans le contexte de l'époque, puisqu'on va retrouver ces banquettes qui sont d'origine, la putette qui est arrivée après, qui est une amélioration du confort dans les années 60-70, le porte-bagages qui permettait d'emmener les bagages, parce que les voyages étaient parfois longs, 3 ou 4 heures dans cet autorail, et c'est vraiment retrouver cette ambiance particulière de ces années-là, quoi. L'année dernière, 1700 personnes ont traversé la vallée de l'Aisne à bord de ce train célèbre. Pour que la balade se fasse cette année encore en toute sécurité, Pascal est chargé d'effectuer un contrôle technique. On était en train de vérifier qu'en fait tous les éléments de suspension étaient à leur place, que les amortisseurs fonctionnaient correctement, pour que dans les courbes on n'ait pas des coups comme dans une voiture quand les amortisseurs sont un peu fatigués, qu'il n'y avait pas de choses qui risquaient de tomber sur la voie. Guillaume est bénévole depuis tout petit.
C'est lui qui est chargé de conduire cet autorail. Ça a un charme, c'est une autre époque, c'est de la vieille mécanique, c'est un plaisir. Enfin, c'est plus les codes modernes. On fait un peu comme on peut, avec ce qu'on a. Et c'est un plaisir indescriptible, on va dire. Les premiers voyages dans le temps sont prévus ce dimanche. On reste dans les Ardennes ce soir. Pour Ici et pas ailleurs, Laurent Monet a rencontré un jeune luthier qui restaure avec amour et passion violon et violoncelle. Les images sont signées Michael Martin. Bienvenue à Sailly. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous parler d'un amoureux du bois, un passionné de musique. Ludovic Serafini est luthier depuis 3 ans. Il nous accueille aujourd'hui dans son atelier. On cherche les fentes. On cherche les fentes sur un instrument qui a dormi plusieurs dizaines d'années sûrement dans un grenier. Et l'humidité faisant, il s'est décollé ou a été fendu par manque de soin. Donc là, en l'occurrence, le son est assez caractéristique. On a et du décollement et une fente sur la table. On risque d'avoir de mauvaises surprises au démontage, puisque parfois ils ont été restaurés, mais mal restaurés. Et on passe malheureusement plus de temps que prévu sur l'instrument. Au chevet de ces instruments mal en point, le luthier Ludovic Serafini. Ses mains expertes et attentionnées, un savoir-faire qui devrait conduire tôt ou tard à la guérison des précieux objets. On est un peu comme un médecin pour les instruments que les personnes nous apporteraient effectivement, puisqu'on va en faire un diagnostic et ensuite intervenir s'il y a lieu sur l'instrument pour lui redonner toute sa jeunesse, son timbre, sa voix. Dans une autre vie, Ludovic était plutôt du genre scientifique, mais déjà passionné par la musique. Puis un jour, il se découvrit un intérêt pour le bois. Formé en lutherie, diplômé en métier d'art, son attrait pour cette si noble matière ne l'a plus quitté. Je connais peu de personnes qui n'aiment pas le bois. C'est vivant, c'est chaleureux et ça se travaille très bien. On en fait un peu ce qu'on veut, de la sculpture jusqu'aux instruments de musique en l'occurrence. On prend vraiment grand plaisir à travailler sur un morceau de bois. Et on peut même prendre beaucoup de plaisir à regarder un morceau de bois juste raboté parce qu'il est très bien raboté. Quand en plus on a la chance de pouvoir le transformer en instrument de musique, c'est vraiment fabuleux. Un bois qui pourtant ne se laisse pas toujours apprivoiser. Il y en a un que je n'aime pas, c'est l'ébène. C'est très dur à travailler. Demande à ce qu'on affûte régulièrement nos outils. Donc c'est assez désagréable. Après j'aime assez la tendresse de l'épicéa. Qui est plus tendre que les autres, demande moins d'efforts mais un peu plus de précaution justement parce qu'il fend très rapidement. Donc j'aime assez bien travailler l'épicéa. On travaille sur des instruments qui peuvent coûter très cher, de cher à très cher. En termes de valeur financière, mais également en termes de valeur affective pour le musicien. On peut très bien avoir un instrument qui n'a aucune valeur marchande, mais qui a appartenu à un parent, un grand-parent. Et là, cette fois-ci, la valeur affective est inestimable. La plus grosse émotion, si je puis dire, elle est au moment de la restitution de l'instrument de personnes qui ont connu cet instrument, pour lequel cet instrument a une valeur affective ultra importante. Et c'est vraiment gratifiant quand on a dans le regard des gens un merci qui ne transparaît que par le regard. Au fond, le travail du luthier n'a guère changé au fil des temps, depuis l'époque de Stradivari au XVIIe siècle. Le luthier qui était Antonio Stradivari a développé les formes encore actuellement utilisées pour la fabrication des violons. Les méthodes sont sensiblement les mêmes. On a gardé ce qu'ils ont mis en place, ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont contribué à faire progresser. On travaille les mêmes bois que sont l'érable, l'épicéa, l'ébène, avec des modèles qui sont les leurs. On copie aujourd'hui les modèles de ces grands maîtres italiens.
ont effectivement guère évolué depuis 300-400 ans. Voilà, on espère vous avoir fait partager l'univers un peu magique de Ludovic Serafini dans son atelier ici à Sailly. Ludovic qui anime des ateliers de musique à l'école de musique de Carignan, tout près d'ici. Nous étions à Sailly et la prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Laurent, très bonne soirée à vous sur France 3 et à demain.